Bastien écarte une mèche de cheveux du visage d'Odette, se penche à son oreille et lui murmure que la robe qu'elle porte aujourd'hui est superbe, ajoutant que, grâce à lui, elle a sans doute économisé une somme non négligeable pour le thé. Odette lui adresse un sourire éclatant en apparence, mais son regard, plus subtil, lui laisse entendre qu'il n'a pas à s'inquiéter de sa façon de s'habiller. Leur échange, bien que fondé sur des sourires volontairement fins, dégage une telle apparence d'intimité que les nobles affirmant que c'était la première fois qu'ils voyaient le capitaine Clovitz heureux en présence d'une femme. À cet instant précis, Sandrine apparaît derrière eux. Un hochement de tête adressé à Bastien suffit à lui faire comprendre qu'elle souhaite lui parler. Il saisit aussitôt le message et prétexte avoir oublié un élément de son équipement pour demander à Odette la permission de s'éloigner quelques instants. Odette acquiesce sans insister, consciente qu'elle pourra profiter de cette pause pour se rendre aux toilettes et se détendre un peu. Pendant ce temps, Sandrine attend Bastien à l'étage. Une pensée la traverse. Si elle n'était pas mariée, Bastien lui aurait-il appartenu? Si sa réputation n'avait pas été compromise par ce divorce, que son père n'accepterait jamais, son union avec Bastien. Aurait-elle pu envisager un avenir avec lui, malgré l'absence de noblesse dans son sang? Bastien arrive enfin sur la terrasse, et Sandrine prend aussitôt la parole. Sa voix est calme, mais chargée de reproches. Elle déclare qu'il aurait dû lui dire à l'avance qu'il avait choisi Lady Odette. Dans le couloir, Odette, qui cherche les toilettes, reconnaît la voix de Sandrine, la même qu'il avait saluée un peu plus tôt. Elle s'arrête, attentive, tandis que Bastien répond avec détachement qu'il ne s'agit que d'une relation transactionnelle. Il précise que cette situation sert les intérêts de chacun. Les traits de Sandrine se détendent aussitôt, laissant place à une satisfaction mal dissimulée. Elle lui demande alors s'il peut le jurer. Bastien esquisse un sourire et refuse, jugeant cela excessif. Sandrine, consciente d'avoir franchi une limite, réajuste le ton avec légèreté, s'excusant de sa sensibilité. Elle affirme que toute personne se sentirait mal à l'aise face à quelque chose qu'elle ne peut maîtriser. Puis, avec une douceur calculée, elle évoque l'idée de se remarier avec lui une fois son divorce prononcé. Ces mots, captés depuis le couloir, provoquent chez Odette une secousse intérieure. Elle comprend que Bastien envisage déjà la suite des événements, au-delà de leur entente actuelle. Elle fait alors demi-tour, déterminée à ne pas en entendre davantage. Mais les mots qui suivent l'arrêtent net. Sandrine affirme qu'elle peut céder Bastien à Lady Odette en plein jour, à condition qu'il lui réserve les nuits. Cette déclaration heurte Odette de plein fouet. Elle lutte pour contenir la colère qui monte en elle, et s'éloigne rapidement, se répétant qu'elle va bien, qu'elle ne se laissera pas atteindre par de telles choses. Sur la terrasse, Bastien reste longuement silencieux. Sandrine, incapable de supporter ce silence, tente de le relancer. Mais il retire brusquement sa main de la sienne, et d'un ton froid, l'interpelle par son titre, Comtesse Renard, rejetant ainsi sans embâche sa proposition. Il lui adresse un sourire parfaitement fin, lui confiant qu'il pense que leur amitié n'a pas encore été réduite à un simple désir. Sandrine ne réagit plus, mais son regard trahit une retenue qu'elle tente de contenir. Elle finit cependant par admettre qu'il s'agit d'une amitié précieuse. Bastien se rapproche doucement d'elle. Et avec une galanterie froide, lui conseille de préserver sa dignité, car cela lui sied davantage. Il affirme que cela la rendra plus belle. Après ces mots, il se détourne et s'éloigne d'un pas ferme. Sandrine le regarde s'éloigner, parfaitement consciente de la réalité. Elle sait que Bastien ne fait que l'utiliser. Elle sait que cet homme, mu par une ambition sans borne, n'a jamais éprouvé le moindre sentiment d'amour pour elle. Elle comprend que Bastien Clovitz n'aime personne, pas même lui-même. Mais cela lui importe peu. Elle se dit qu'il lui suffit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que son divorce soit enfin prononcé. Lorsque cela sera fait, lorsqu'elle redeviendra un membre officiel de la famille Lavière, lorsqu'elle incarnera tout ce dont Bastien a besoin, alors, à ce moment précis, il finira par la désirer. Le match de polo commence officiellement. Selon la tradition liée à la cérémonie d'ouverture, la cavalière offre à son partenaire masculin un objet symbolique censé lui porter chance. Cela signifie qu'Odette doit offrir à Bastien un objet qui lui est cher. Pourtant, elle ne fait aucun geste. Tous ses accessoires sont empruntés, et elle ne possède rien qui lui appartienne véritablement. Bastien, percevant son embarras, détache simplement le ruban qu'il porte dans les cheveux. Il n'a jamais apprécié ce genre de rituel vide, mais puisque tous les regards sont tournés vers eux, il choisit de suivre les règles. Ce ruban fera l'affaire, affirme-t-il,
et il le gardera précieusement. Le match commence vraiment. Bastion entre sur le terrain, un ruban noué à l'extrémité de sa canne de polo bien en vue. Odette comprend qu'il n'était pas obligé d'en faire autant. Les paroles de la comtesse Sandrine lui reviennent en mémoire, mais elle se rappelle qu'il s'agit de sa vie personnelle, sans lien avec le contrat, et qu'il vaut mieux ne plus y penser. Peu à peu, l'intensité du jeu la ramène à la réalité. Les acclamations du public montent, il ne reste plus qu'une balle pour départager les équipes. Bastion, talonné par un adversaire, évalue la difficulté. Le but est encore loin, mais atteignable. D'un geste précis et élégant, il frappe. La balle finit dans les buts. L'équipe bleue l'emporte. Ses coéquipiers le félicitent, affirmant qu'il a été le meilleur. La joie de la victoire l'envahit. Il se retourne aussitôt vers Odette. Elle applaudit, mais son visage reste fermé. Bastion retient son sourire. Leurs regards se croisent, elle lui adresse un simple hochement de tête. Une pointe de déception passe dans ses yeux, elle s'en tient à son rôle. C'est suffisant. Il ne doit rien attendre de plus. Dans les vestiaires, Sandrine arrive et demande à Lucas où se trouve Bastion. Celui-ci répond qu'il se lave, après avoir été aspergé de champagne pour avoir mené l'équipe à la victoire. Depuis qu'il est capitaine, dit-il, ils n'ont jamais perdu un match. Il vante son habileté et sa réussite. Sandrine, étant silencieuse, fixe la canne de polo de Bastion. Elle aperçoit le ruban rose, ce détail qui l'agace depuis le début. Bastion se moque d'ordinaire des rituels aristocratiques, mais cette fois, il a attaché bien en évidence le ruban d'une autre. Elle aurait voulu être celle qui lui offre un porte-bonheur. Contenant sa jalousie, elle l'arrache et le jette dans un coin boueux. Là, pense-t-elle, est sa place. Après cela, Sandrine demande à Lucas si mademoiselle Odette sera présente à la soirée organisée en l'honneur des joueurs. Lucas lui répond qu'il pense que oui, puisqu'elle est la partenaire de Bastion. À cette réponse, le visage de Sandrine s'assombrit légèrement, mais Lucas tente de la rassurer. Il lui conseille de ne pas s'inquiéter, lui rappelant qu'elle sait très bien que Bastion est dans une position délicate à cause de cette princesse instable. Il lui assure qu'il suffit d'attendre encore un peu, que Bastion se débarrassera d'Odette une fois cette affaire réglée. Il ajoute que, si elle savait dans quelles conditions ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle comprendrait. Aussitôt après avoir prononcé ces mots, Lucas se crispe. Sandrine insiste, voulant comprendre ce qu'il insinuait par cette première rencontre. Mais Lucas garde le silence. Il sait que si Sandrine apprenait les circonstances exactes, Bastion se retrouverait dans une situation compromettante. Lucas finit par détourner la conversation, affirmant qu'il n'y a aucun risque qu'il se marie. Sandrine lui répond que dans les affaires de cœur, il n'existe aucune certitude. Elle reconnaît la beauté évidente de cette femme, et pense qu'une fille aussi jolie a probablement grandi en réparant les fautes de son père irresponsable. Elle estime qu'Odette aurait pu s'en sortir en épousant un homme fortuné. Mais aussitôt le visage de Sandrine devient plus grave. Elle commence à se demander si Odette ne nourrissait pas des ambitions plus grandes encore, si ce n'est pas la raison pour laquelle elle a vécu dans la pauvreté jusqu'ici. Elle suppose qu'Odette a peut-être déjà obtenu le soutien de l'empereur, grâce au pourparlers de mariage. Enfin, elle se demande jusqu'où Odette serait prête à aller, consciente que cette dernière n'a plus rien à perdre. Pour elle aussi elle n'avait plus rien à perdre, et elle ne compte pas rester les bras croisés. De son côté, Odette avait prévu de se rendre à la réception organisée après la victoire, estimant que son rôle de partenaire l'obligeait. Mais une dame s'approche d'elle, affirmant qu'elle doit se sentir mal. Odette ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait, mais une agitation attire son attention. Elle tourne la tête dans la direction du bruit, croyant avoir aperçu quelque chose. Troublée, elle avance rapidement pour en avoir le cœur net. Ce qu'elle découvre est sans appel. Elle voit le ruban abandonné au sol, jeté juste après la fin du match. Elle comprend immédiatement que Bastion se moque de ses efforts, que son utilité a pris fin en même temps que la fin du match, tout comme le ruban désormais jeté. La dame près d'elle lui demande si elle va bien. Au lieu de répondre, Odette lui demande un service. Elle, qui pensait encore pouvoir repartir avec Bastion après le banquet, renonce. Forçant un sourire, elle demande à cette dame de transmettre à Bastion qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle rentre plus tôt. Seule dans la rue, Odette est envahie par une profonde mélancolie. Elle pense que sans la pension impériale, elle n'aurait pas à jouer un rôle dans cette farce absurde. Elle regrette de ne pas avoir d'autres moyens pour gagner sa vie. Elle songe à économiser assez d'argent pour permettre à Tira de terminer ses études,
avant de fuir loin de leur père. Soudain, son regard se pose sur une affiche sur le panneau d'affichage public de la place. C'est une annonce de recrutement pour un poste de préceptrice. Une idée surgit aussitôt en elle. Pendant ce temps, une calèche traverse la place. À l'intérieur se trouve France, qui aperçoit Odette. Il s'interroge sur sa présence ici, alors qu'elle devrait normalement se trouver à la soirée de célébration aux côtés de son frère. Il demande qu'on arrête la calèche, affirmant qu'il a une affaire urgente à régler. Pour lui, cela ressemble à un coup du destin, autrement, cette rencontre fortuite resterait inexplicable. En s'approchant d'Odette, il souhaite vérifier la nature exacte des sentiments qu'il avait ressentis lors de leur première rencontre. De l'autre côté, Bastien sort du stade en compagnie de ses collègues. Il ne s'attendait pas à ce qu'Odette parte sans dire un mot. Ce n'est pas dans ses habitudes, elle qui veille toujours aux convenances. Éric interrompt soudain le coup dans ses pensées en attirant son attention sur un objet abandonné. Il désigne le ruban d'Odette, posé dans la boue. Bastien le fixe, stupéfait, incapable de comprendre pourquoi il se trouve là. Derrière lui, ses collègues commencent à murmurer. Ils envisagent qu'Odette ait vu cela et soit partie ensuite. Cela leur semble plausible. Ils considèrent que c'est une bonne chose, qu'elle finira bien par comprendre où est sa véritable place, et que cela facilitera les choses lorsque viendra le moment de s'en défaire. En repensant au fait que Lucas lui avait dit que Sandrine s'était rendue au vestiaire, le visage de Bastien s'assombrit. Sous le regard étonné de Lucas, il s'approche de la flaque de boue. Il s'accroupit. Ses amis, surpris, lui demandent s'il a perdu la tête, affirmant qu'il n'a pas besoin d'en faire autant. Mais pour Bastien, ce ruban lui appartient. Peu importe la raison pour laquelle on le lui a donné. Il le ramasse, estimant qu'il s'agit de quelque chose qu'il doit protéger, simplement parce que cela lui revient. Au même moment, France observait Odette à distance. Il se demandait intérieurement si elle allait bien. Les paroles de sa femme lui revinrent en mémoire, à propos du ruban que Bastien avait jeté dans la boue devant tout le monde. Elle avait ajouté que ce geste semblait indiquer qu'il comptait se débarrasser d'elle une fois qu'elle ne lui serait plus utile. France, absorbée par ses souvenirs, repensa également à ce que sa mère avait dit au sujet du mariage. Elle y voyait une bonne opportunité, estimant que voir Bastien piégé avec une incapable constituait une forme de justice. Pourtant, ce n'était pas de vengeance que France se nourrissait. Il pensait à Odette, à ce qu'elle deviendrait. L'idée qu'elle puisse lui appartenir occupait son esprit avec une force qu'il ne parvenait pas à écarter. Assis chez lui, Bastien feuilletait des catalogues de vêtements féminins. Ses gestes troublaient Lovie, qui l'observait, stupéfait, sans comprendre ses intentions. Il s'interrogeait sur la possibilité que son maître envisage un commerce lié à l'habillement féminin. En réalité, Bastien réfléchissait à ce qu'il pourrait offrir à Odette. Chaque fois qu'il entendait les nobles la qualifier de princesse mendiante, un agacement profond naissait en lui. Il trouvait l'empereur avare, et considérait que s'il voulait utiliser Odette pour protéger sa propre fille, la moindre des choses aurait été de s'assurer qu'elle soit présentable. Une série de robes sur mesure, pensa-t-il, lui permettrait de se libérer peu à peu de ce sobriquet humiliant. C'est alors que Lovie, qui venait de quitter la pièce, revint précipitamment. Il annonça qu'un homme faisait un esclandre devant le portail et exigeait de le voir. Le duc Dyson, finalement autorisé à entrer, affichait un air satisfait. Depuis qu'il avait croisé Odette et Bastien ensemble dans la rue 2 jours plus tôt, il avait conçu une nouvelle stratégie pour obtenir de l'argent. Bastien, peu enclin à lui accorder de l'attention, écourta les formalités. Il lui demanda directement ce qu'il voulait. Cette attitude déclencha chez le duc un éclat de colère mêlé de mépris. Il déclara que le petit-fils d'un vulgaire ferrailleur n'avait pas à convoiter la fille d'une princesse, et qu'un homme comme lui ne la marierait pas. Les paroles du duc irritèrent Bastien, qui se moqua de lui en le traitant de chien. Il rappela que ce n'était pas là le discours d'un homme qui avait misé sa propre fille dans un jeu d'argent, puis l'avait vendue. Il souligna le changement radical de son discours en quelques jours. Le duc admit étant acculé en ce temps. Bastien lui répondit froidement qu'il lui avait pourtant laissé la vie sauve ce jour-là, et que la dette aurait pu se régler autrement. Ses paroles étaient tranchantes, sans trace de compassion. Le ton qu'il adoptait contrastait fortement avec les rumeurs recueillies par le duc selon lesquelles Bastien serait éperdument amoureux d'Odette. Le duc restait toutefois convaincu d'être dans son bon droit. Il lui rappela son statut de père d'Odette, affirmant que pour l'épouser, il fallait son consentement. Selon lui, un homme digne de sa fille devrait faire preuve de sincérité. Bastien, inflexible,
répliqua qu'il ne lui verserait pas un seul sou. Peu lui importait la famille avec laquelle il finirait par marier sa fille. Pour l'instant, Sa Majesté ne permettrait pas son départ. Il lui recommanda cependant de se faire discret pour quelque temps. Il le prévint avec calme mais fermeté. Si des rumeurs venaient à circuler, prétendant qu'Odette avait été déshonorée par quelqu'un comme lui, il deviendrait difficile de la proposer à un bon parti une fois le mariage arrangé terminé. Il lui conseilla donc de patienter sans provoquer de troubles. Après le mariage, il lui rendrait sa fille sans autre complication, comme il l'avait fait cette nuit-là à la maison de jeu. Face à un mépris réitéré, Dyson, blessé dans sa dignité, renverse la table dans un geste de colère contenue. Bastion, impassible, le considère désormais comme une cause perdue. Sans manifester la moindre émotion, il fait signe à Lovie de raccompagner le duc et lui demande dans le même élan de contacter la boutique Sabine afin de fixer un rendez-vous. Il souhaite y commander plusieurs robes. 2 jours plus tard, Odette reçoit une nouvelle invitation de Bastion. La lettre, rédigée avec une sobriété absolue, ne comporte que l'heure et le lieu du rendez-vous. Elle reste troublée par l'absence d'indications précises sur l'objet de cette rencontre, tandis que son esprit cherche à en deviner le sens. Lorsque Bastion, encore enfant, fut marqué par une scène, où lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit sa mère allongée, baignant dans son sang. Il ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé. Son père, ainsi que la mère de France, observaient la scène avec un calme déconcertant. Bastion se réveilla brutalement de son sommeil, et comprit qu'il avait rêvé. Le lendemain, il reçut la visite de son médecin, pour un suivi lié, à la blessure par balle à son bras gauche. Le docteur Kramer lui annonça qu'il était presque totalement rétabli, et que la cicatrice commençait progressivement à s'estomper. Il affirma que la jeunesse opère parfois des miracles, ajoutant que Bastion serait rétabli bien plus tôt que prévu, et donc apte à retourner au front. Pourtant, en tant que médecin personnel depuis son enfance, il exprimait le souhait de ne plus le voir blessé à nouveau. Il lui suggéra alors de prendre sa retraite. Bastion, avec un sourire tranquille, répondit qu'il comptait sur lui pour soumettre un rapport impérial et non un avis personnel à la marine. Face à cette réponse, le médecin, préoccupé, tenta de le convaincre qu'il avait déjà amplement récolté de gloire, et qu'il était temps de mettre un terme à sa carrière militaire. Il confia ne pas avoir envie de signer à nouveau un document visant à l'envoyer se faire massacrer. En revêtant son uniforme, Bastion refusa catégoriquement cette perspective. Pour lui, être envoyé sur le front, signifiait avant tout, maintenir la paix et protéger les frontières. Le docteur Kramer lui fit remarquer ce qu'il adviendrait si tout cela se reproduisait. Bastion répliqua que ce serait simplement une occasion de plus pour obtenir une nouvelle médaille. Le docteur le regarda alors avec une forme de pitié silencieuse. Il se souvenait que lorsque Bastion avait 14 ans, son grand-père était venu le chercher pour l'arracher des mains de son père et l'amener directement chez lui, car ce dernier cherchait à s'en débarrasser, comme il l'avait fait avec sa mère. Les Hilly, en quête de vengeance pour la mort de leur fille, avaient choisi de faire de Bastion leur héritier. Ce jour-là, le dos de Bastion portait encore les marques visibles de ses maltraitances. Lorsqu'il l'avait examiné, le docteur lui avait demandé comment il s'était infligé de telles blessures. Bastion avait éludé la question, en prétextant un entraînement à l'épée. Son grand-père avait tout tenté pour faire inculper M. Clovitz pour mauvais traitement, mais sans succès. Jeff Clovitz utilisait l'éducation comme paravent à ses abus. Il avait l'intention de faire de Bastion son successeur. Sa nouvelle épouse, épousée après la mort de sa première femme, lui avait donné un enfant prématuré. Cela faisait partie d'un plan visant à dissiper les soupçons autour de la disparition de son ancienne épouse. Même si Bastion était devenu le plus jeune héros militaire de l'Empire, son passé demeurait marqué par la tragédie. Car dès son enfance son père cherchait tous les moyens pour pouvoir l'éliminer. Jeff Clovitz avait instauré un programme d'entraînement d'une violence extrême, sous couvert de formation d'héritier. L'éducation de Bastion, en tant qu'héritier désigné, reposait sur une discipline des plus rigoureuses. Il devait se lever à l'aube, s'habiller soigneusement, puis s'installer à son bureau. Après avoir terminé des leçons bien trop complexes pour un enfant de son âge, il enchaînait avec des exercices physiques dignes d'un entraînement militaire. Il lisait jusqu'à ce que ses yeux soient injectés de sang, écrivait jusqu'à en avoir les mains douloureuses. Un jour, il faillit se briser la nuque lors d'un entraînement équestre d'une rudesse extrême. La nuit, ils parcourirent la forêt armés d'un fusil qu'il peinait à tenir dans ses petites mains. Bastion avait connu l'enfer après la mort de sa mère, alors qu'il n'avait que 6 ans,
et ce jusqu'à ses 12 ans. Parfois, le docteur Kramer regrettait d'avoir révélé la vérité sur l'origine de la mort de la mère de Bastion qui avait bel et bien été assassinée. Si cette révélation n'avait pas eu lieu, le grand-père de Bastion n'aurait peut-être pas nourri une telle rancune, et tous ses projets de vengeance, restés inachevés, ne se seraient pas abattus sur lui. Pendant ce temps, Odette arriva au lieu convenu. Bastion la conduisit alors dans la boutique de vêtements la plus renommée de la capitale, la boutique Sabine. La responsable, Hilda, vint les accueillir personnellement. Odette, troublée, suivit Bastion tout en observant l'échange de politesse entre Bastion et Hilda. Hilda lui fit signe d'approcher pour prendre ses mensurations. Odette fut saisie de stupeur en comprenant que Bastion l'avait emmenée ici pour lui acheter des robes. Elle tenta de protester, affirmant qu'il devait s'agir d'un malentendu. Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, Bastion l'interrompit calmement, et il adressa un sourire poli à Hilda, s'excusa, puis lui demanda de les laisser seuls un instant. Une fois Hilda sortie, Odette le réprimanda, trouvant qu'il était inacceptable d'avoir organisé tout cela sans son autorisation. Bastion lui répondit avec sérénité qu'il était difficile d'obtenir un rendez-vous dans cette boutique. Odette, à bout de patience, répliqua qu'il ne comprenait toujours pas. Peu importe le lieu ou l'intention, elle n'avait pas besoin qu'on lui impose des vêtements, encore moins sous forme de cadeaux qu'elle ne désirait pas. À ces mots, Bastion se tourna lentement vers elle. Il lui répondit d'un ton mesuré qu'elle se trompait sur ses intentions. Elle ignorait le surnom que les cercles mondains lui avaient attribué, la princesse mendiante. Bastion lui rappela que, pendant plusieurs mois, le monde entier la considéra comme sa femme. Il jugeait inacceptable que celle qu'on voyait comme son épouse ne possède même pas une robe convenable, un tel manque rejaillirait sur lui. Odette, les poings serrés, répondit qu'il savait parfaitement à quoi s'attendre en acceptant ce mariage. Bastion reconnut qu'il ne se souciait ni de son honneur ni de sa réputation, mais précisa que les questions financières étaient différentes. Il voulait s'entourer de ce qu'il y avait de plus raffiné, de plus précieux, de plus coûteux, et espérait qu'elle puisse y contribuer. Piquée dans sa fierté, Odette assombrit son regard et dit qu'elle était désolée. Elle aussi détestait ce surnom humiliant qu'on lui a attribué, mais n'en avait jamais rien laissé paraître. Elle souhaitait qu'il comprenne, à son tour, ce qu'elle ressentait. Avec un sourire, Bastion affirma que rien n'était jamais simple avec elle. Puis, sans hésitation, il énonça le sien, le petit-fils d'un ferrailleur. Son visage ne trahit aucune émotion. Il expliqua que cela, il ne pouvait le changer, à moins de renaître. Mais pour elle, c'était différent, certaines choses pouvaient être résolues. Odette finit par céder. Bien que ce soit sa première commande dans une maison de luxe, elle ne montra aucune maladresse. Hilda, surprise par son maintien, avait imaginé une paysanne marquée par la pauvreté. Elle comprit alors pourquoi Bastion se comportait ainsi avec elle. Tout prenait sens. Une fois les mesures prises, Hilda annonça avec enthousiasme qu'une robe déjà en boutique lui irait à merveille. Elle partit aussitôt la chercher, sans remarquer qu'Odette, vêtue d'un simple fond de robe, commençait à frissonner. Entendant une toux discrète venant de la cabine, Bastion comprit qu'elle avait froid. Il aperçut une couverture posée sur une table. Un instant plus tard, Odette perçut sa voix depuis l'extérieur où Bastion lui apportait une couverture. Surprise, gênée, elle tenta de lui expliquer qu'elle n'était pas habillée de façon décente. Bastion avait déjà compris ce qu'elle allait dire. Et l'assura de ne pas s'inquiéter, qu'il détournerait le regard. Odette resta silencieuse quelques secondes, puis tendit la main pour entr'ouvrir le rideau. Comme il l'avait promis, Bastion avait tourné la tête, évitant tout regard. Elle attrapa rapidement la couverture et le remercia. Ce geste inattendu la déstabilisa. Elle s'interrogea sur la cause de cette sollicitude soudaine, peut-être avait-il été touché par sa toux. Hilda, qui observait la scène à distance, contempla leur proximité avec satisfaction. Elle savait ce que cela révélait. À ses yeux, rien ne trahissait mieux les sentiments d'un homme que sa volonté de dépenser pour une femme. La séance de shopping achevée, les nombreux paquets furent chargés dans la calèche. Odette, malgré elle, remarqua l'expression de contentement sur le visage de Bastion. Elle ne pouvait pourtant s'empêcher de lui reprocher intérieurement d'avoir dépensé en une seule après-midi ce que d'autres ne gagneraient pas en plusieurs années. Avant de lui dire au revoir, Bastion lui annonça qu'il ne pourrait pas dîner avec elle. Il avait déjà un autre engagement. Il l'invita à prendre la calèche et à rentrer. Il ajouta qu'il ne fallait pas oublier de lui rappeler gentiment que si le duc don apprenait ce qui venait de se passer, cela serait mal vu.
Il lui suggéra donc de stocker les achats au manoir de la comtesse Trier, ce qu'Odette avait justement prévu de faire. La conversation s'acheva rapidement. Bastion se retourna et partit aussitôt. Odette regarda la calèche remplie de cadeaux, envahie par un mélange de sentiments. Même si Bastion avait prétendu avoir agi par souci de dignité, malgré ses paroles et son refus initial, tous ses biens lui étaient bel et bien destinés. En songeant à cela, elle le remercia sobrement. Bastion s'arrêta en entendant sa voix. Il se retourna et croisa son regard. Un long silence s'installa entre eux. Sur le chemin du retour, l'image d'Odette continua d'habiter son esprit. Il esquissa un sourire, presque malgré lui. À peine arrivé au manoir, Lovie l'accueillit, visiblement agité. Il lui avoua que quelque chose de fâcheux venait de passer. Que la princesse Isabelle est venue vous voir en cachette. Au même instant, Isabelle, déguisée en servante, surgit avec entrain et serra Bastion dans ses bras avec force. Bastion la regarde froidement, puis se retourne et décide de la ramener au palais. Isabelle, en serrant son visage avec force, refuse sa proposition. Elle lui confie combien il lui a été difficile de s'évader du palais d'été, insistant sur tout ce qu'elle a dû endurer pour parvenir jusqu'à lui. Bastion, conservant un air sérieux, lui répond que dans une telle tenue, elle ne pourra en aucun cas tromper la garde impériale. Il affirme que celle-ci ne tardera pas à lancer les recherches, et qu'elle doit retourner immédiatement à sa place. En posant la main sur son cœur, Isabelle tente alors une dernière fois de toucher Bastion. Elle lui demande s'il la considère encore comme une enfant, l'invitant à la regarder attentivement. Elle affirme qu'elle n'est plus cette petite fille qu'il connaissait, mais une femme déterminée, prête à renoncer à sa couronne pour lui. Bastion, d'un air détendu, lui répond que cela lui est bien égal, qu'elle soit enfant ou femme. Toutefois, Isabelle, toujours incapable de percevoir la réalité avec lucidité, se plaint de son rang de princesse. Elle prétend que c'est cette différence de statut social qui pousse Bastion à nier ses sentiments. Elle va même jusqu'à exprimer son désir de ne plus être une princesse, espérant se libérer enfin de ce fardeau. Face à cette vision irréaliste, Bastion pense à Odette, qui, bien que blessée, conserve sa dignité avec fierté. Isabelle, quant à elle, possède tout, mais ne sait pas en prendre soin. Dans un mouvement brutal, Bastion brise alors les illusions de la princesse. Il lui déclare que toute la patience et l'attention dont il a fait preuve à son égard ne lui étaient dues que parce qu'elle est la fille de sa majesté. Isabelle le fixe, bouleversée, mais les mots qu'elle entend sont implacables. Bastion lui affirme qu'elle devrait remercier son père. Ces paroles résonnent douloureusement en elle. Elle se souvient de tout ce qu'elle a sacrifié pour lui, jusqu'à désobéir à ses parents, prête à tout abandonner pour rester à ses côtés. À cet instant précis, un coup violent retentit contre la porte. La garde impériale semble être arrivée plus tôt que prévu. Dévastée, Isabelle s'effondre sur le sol, incapable de faire face. D'une voix tremblante, elle supplie Bastion de ne pas la traiter de la sorte. Mais lui se dirige déjà vers la porte, résolu. Il lui déclare que tout ce qu'il peut lui offrir, désormais, est la loyauté d'un soldat envers la famille royale. Isabelle le regarde, désespérée. Lorsque la porte s'ouvre enfin, le capitaine de la garde se dresse devant elle. Il confirme sa présence à l'endroit attendu. Bastion, avec calme, explique que la princesse Isabelle est apparue chez lui à son retour. Il affirme ne rien savoir de plus, et que, maintenant que les gardes sont là, il peut se retirer. Cependant, le capitaine l'interrompt et l'en empêche de partir. Il lui annonce qu'il doit également les accompagner. Il ajoute que le capitaine Clavitz est convoqué d'urgence par Sa Majesté et doit se rendre immédiatement au palais. Pendant ce temps, à Odette de retour chez elle. Elle informe Thyra qu'elle prévoit de l'emmener au parc d'attractions. Ravie, Thyra la serre dans ses bras en lui témoignant sa reconnaissance. Odette pense à l'emploi qu'elle vient d'obtenir. Ce poste, bien rémunéré, lui permettra de résoudre son problème de logement. Elle pourra ainsi cesser de dépendre de la pension impériale et mettre fin à la comédie qu'elle joue avec Bastion. Elle sait qu'elle doit respecter ce contrat jusqu'à son départ. Elle confie à Thyra qu'un jour peut-être, elles partiront ensemble dans le sud, là où le climat est plus doux. Elles y trouveraient une petite ville au bord de la mer pour y commencer une nouvelle vie. Une fois que Thyra aura obtenu son diplôme, elles s'éloigneront définitivement de leur père et vivront ensemble, rien que toutes les deux. Cependant, au moment où Odette commence à croire que la vie lui sourit enfin, Thyra lui apprend une nouvelle troublante. Elle lui demande si elle connaît un certain Clavitz. Odette surpris, l'interroge sur l'origine de ce nom.
Thyra lui explique qu'un invité est venu pour une affaire d'argent, et que leur père a déclaré à cet homme que Clavitz l'aiderait à tout régler. À ces mots, Odette comprend que son père est au courant de sa relation avec Bastion. Ne tenant plus en place, elle enfile son manteau à la hâte et se précipite dehors. Elle doit retrouver Bastion pour lui présenter ses excuses sans attendre. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Bastion a déjà été conduit au palais en raison de l'implication de la princesse Isabelle. Il est à présent confronté à la colère déchaînée de l'impératrice. Cette dernière, aveuglée par la fureur, accuse Bastion sans retenue. À ses yeux, il ne serait qu'un homme au charme trompeur, issu d'un milieu modeste, ayant ensorcelé sa fille. Elle s'écrie qu'il a osé se jouer de la famille royale, et lui déclare froidement qu'il ne doit pas espérer quitter le palais vivant cette nuit. Sous l'effet des paroles mesurées de l'empereur, qui lui rappelle qu'en de telles circonstances, il est essentiel de garder son sang-froid, l'impératrice, bien que le regard chargé de fureur, se décide à quitter la pièce. L'empereur ressent un profond mal de tête face à une fille aussi indisciplinée. Il annonce alors que, dès l'aube, Isabelle sera envoyée à l'étranger. Elle ne devra plus remettre les pieds dans le pays avant son mariage, et il sera officiellement déclaré qu'elle est partie en cure pour raison de santé. Peu à peu, l'empereur comprend que Bastion n'est pas impliqué dans la fuite d'Isabelle. L'enquête menée a démontré qu'il avait passé la journée entière avec Odette. Toutefois, cette découverte en amène une autre. En plus de l'union arrangée par la famille royale, Bastion, homme ambitieux, a également été vu à plusieurs reprises en compagnie de la fille du duc Lavier. L'empereur, confronté à la complexité de la situation, s'adresse alors directement à Bastion. Il cherche à savoir si, au-delà de la princesse Isabelle, de la fille du duc Lavier et d'Odette, si Bastion entretenait des relations avec d'autres femmes. Mais ce dernier ne laisse rien transparaître. Il s'incline avec respect et se contente de déclarer qu'il est prêt à obéir à tout ordre. L'empereur salue cette réponse, allant jusqu'à dire que Bastion est digne d'être qualifié de héros. Mais au fond, il ne se fait pas d'illusions. Il voit clair dans le regard de ce jeune homme, un regard qui n'est pas celui d'un courtisan docile, mais bien celui d'un fauve capable de mordre même la main qui le nourrit. L'idée de le dompter devient alors une préoccupation. L'empereur reprend froidement la parole, et affirme qu'il sait que Bastion n'éprouve aucun sentiment pour Isabelle. Cependant, l'honneur de la princesse et celui de la famille royale ont été compromis, et le mariage avec le prince héritier Belov doit impérativement avoir lieu. Il insiste, si pour une quelconque raison, la stabilité de l'Empire venait à être mise en péril, il ne pourrait lui pardonner. Bastion se contente d'une réponse sobre. Il déclare qu'il retournera sur le front dès que l'ordre en sera donné par la marine. Il est prêt à quitter le territoire sans délai. L'empereur, irrité par cet échappatoire, refuse de considérer l'affaire comme close. Il déclare qu'il ne s'embarrassera pas de détours et lui ordonne de se marier immédiatement. Au même moment, Odette se rend chez Bastion. Elle y est accueillie par Lewis, qui lui explique que Bastion est sorti et qu'il ignore l'heure de son retour. Odette, inquiète, demande alors si son père, le duc, est venu rendre visite à Bastion. Lewis hésite, puis admet que le duc s'est effectivement présenté, sans avoir pris rendez-vous. En rentrant chez elle, Odette comprend enfin l'attitude distante de Bastion. Mais une question demeure en elle, pourquoi lui a-t-il offert toutes ces choses s'il souhaitait s'éloigner d'elle? À peine a-t-elle franchi le seuil que des éclats de voix attirent son attention. Des disputes résonnent dans la maison. Son visage se ferme, marqué par une fatigue profonde. Elle ressent l'envie de fuir cet environnement oppressant, mais elle sait qu'elle ne le peut pas. Elle monte précipitamment à l'étage. Là, elle découvre son père en train d'arracher les économies des mains de Thyra. La jeune fille, dans un sursaut de résistance, tente de retenir l'argent. Le geste de son père est brutal, il la gifle. Odette, sous le choc, prononce le nom de Thyra. Celle-ci chancelle. Submergée par la colère, Thyra perd tout contrôle. Dans un réflexe incontrôlé, elle tend la main et pousse son père. Le duc, surpris, perd l'équilibre. Son corps chute dans l'escalier, accompagné du fracas métallique des pièces d'or qui se répandent autour de lui. Il s'écrase violemment au sol. Sa tête heurte les marches avec force, et une traînée de sang vient tacher le plancher.